Le Conseil national de sécurité se réunit ce jour 17 mars sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Issoufou Mahamadou. Organe constitutionnel, le Conseil national de sécurité donne ses avis au président de la République sur les questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et toute autre question liée aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Notre pays multiplie les initiatives pour diversifier et sécuriser l'approvisionnement national en énergie électrique. C'est dans cette dynamique qu'il faut inscrire l'inauguration de la toute première centrale thermique à pétrole brut ce matin à Goudel par le président de la République Issoufou Mahamadou. 2 centrales thermiques à Niamey et Zender de 89 MW et 22 MW pour plus de 106 milliards de francs CFA pour une durée de 15 ans sont concernés par le contrat de partenariat public-privé. Les présidents des institutions, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les responsables des sociétés d'énergie de la sous-région et des hauts responsables civils et militaires ont assisté à la cérémonie. Amadou Youssoufou Issaka et Yazir Abiou. Je serai au charbon jusqu'au 2 avril 2021 pour remplir tous mes engagements. Cette annonce du président Issoufou Mahamadou, il y a quelques mois, prend une dimension hautement symbolique à quelques jours, 2 semaines de la fin du 2e mandat. Diversifier l'offre énergétique et asseoir les bases de l'indépendance énergétique de notre pays, un engagement devenu une lancinante préoccupation chez les chefs de l'État. L'inauguration de la toute première centrale thermique à pétrole brut de Goudel est la matérialisation d'une de ces promesses. Vous apportez du baume au cœur des Nigériens en général et des habitants de la région de Niamey, en particulier a d'emblée affirmé le gouverneur Oudou Ambouka. Cette centrale de grand standing mettra la ville de Niamey à l'abri du délestage et des déficits récurrents d'énergie électrique, devait souligner le gouverneur de Niamey. Le président directeur général de la société Istimar Ouest Africa a d'abord tenu à féliciter le président Issoufou Mahamadou pour la conduite du processus démocratique au Niger. Vous avez contribué de façon significative à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie avec à la clé l'obtention du prix Mo Ibrahim. Ce gigantesque projet réalisé en 18 mois est aussi l'expression du nouvel élan de la coopération subsaharienne. Une société privée détenue par des citoyens d'un pays du G5 Sahel, en l'occurrence la Mauritanie, conçoit, étudie, finance et réalise une infrastructure stratégique pour le Niger, un autre pays de la même organisation. Cet exemple de coopération sous-régionale, en particulier G5 Sahel, appuyé par une maîtrise technique et financière des ouvrages, constitue un bel exemple vers l'objectif d'intégration pour lequel nous devons tous travailler. Nous prions Allah pour que cette infrastructure puisse contribuer au bien-être du peuple nigérien et qu'il nous ouvre la voie vers d'autres réalisations similaires. La ministre de l'Énergie a pour sa part évoqué le contexte ayant conduit au renforcement des capacités nationales de production de l'énergie électrique et à l'ouverture du sous-secteur de l'électricité au secteur privé. Dr Amadou Aïssata s'est par la suite apaisanti sur les caractéristiques de cette centrale thermique. D'une puissance de 89 MW, elle est constituée de 6 groupes électrogènes de marque Caterpillar d'une puissance électrique unitaire de 14,82 MW. La mise en service de cette centrale contribuera à la satisfaction de la demande sans cesse croissante dans la zone du fleuve composée des régions de Niamey, Tillabéri et Dosso et permettra, en association avec les moyens de production existants, d'assurer une couverture d'au moins 75%, même en cas d'indisponibilité de la ligne 132 kV d'importation Birninké-Niamey. Pour la Nigélec, ce projet constitue une aubaine et lui permettra d'entamer avec certitude une éventuelle augmentation de la consommation avec le Ramadan qui s'annonce et la période de grande chaleur qui a toujours été un casse-tête dans la gestion de l'énergie électrique.
Le président de la République, entouré pour la circonstance des présidents des institutions et de toutes les parties prenantes au projet, a quelques instants après procédé à la coupure symbolique du ruban. La question de l'énergie est une question centrale pour le programme de Renaissance. L'énergie fait partie des priorités parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement économique pour un pays sans énergie électrique. D'ailleurs, la puissance électrique installée est un indicateur de puissance au niveau des pays. Nous avons décidé d'exploiter toutes les sources d'énergie disponibles à moindre coût pour alimenter le développement économique du Niger. Nos villages, nos industries, notre agriculture, etc. ont besoin d'énergie. Et c'est pour cela que je me réjouis de la cérémonie de ce matin qui permet de procéder à l'inauguration de cette centrale de 89 MW. Au cours de la visite guidée, le président Issoufou Mahamadou a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de la centrale thermique à pétrole brut qui a la particularité de bénéficier d'un contrat de type BOT, construction, propriété, exploitation et transfert. Moment Sounanel. Par ce geste, le président de la République donne le coup d'envoi pour le démarrage des activités de la centrale thermique de Goudel. La construction de la centrale thermique de Zender, avec le même partenaire, interviendra dans les tout prochains jours. Et demain, jeudi 18 mars 2021, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, procédera à l'inauguration officielle de la 4e filière de traitement d'eau potable de la ville de Niamey, un projet d'intérêt national financé par des partenaires qui interviennent dans le secteur. Explication, Rahila Touchev. Dans son programme de renaissance pour les hydrauliques et assainissement, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris l'engagement de réaliser d'importantes actions pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous. C'est dans ce cadre qu'il a entrepris la réalisation de plusieurs équipements pour permettre l'accès à l'eau potable, même dans les zones rurales les plus reculées. Ainsi, le gouvernement a négocié et obtenu le financement du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Il s'agit de la 4e filière de traitement d'eau potable de la capitale du projet Goudel 4, financé à hauteur de 48 milliards 820 millions de francs CFA. Il faut souligner que le projet Goudel 4 a été financé grâce à l'appui de l'ORIO des Pays-Bas, la Banque européenne d'investissement BEI, l'Agence française de développement AFD et Finexpo Belgique. Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont répartis en 4 lots, dont le premier, entièrement achevé, sera réceptionné demain par le président de la République Issoufou Mahamadou. Cette phase du projet Goudel 4 va améliorer la desserte par la production supplémentaire d'eau potable de 40 000 m3 jour. Ainsi, 222 000 personnes supplémentaires seront desservies directement et 1 300 000 personnes indirectement. Il faut par ailleurs noter que les 3 autres phases du projet Goudel 4 sont en cours d'exécution. Communiqué de la commission de la CEDEAO pour condamner l'attaque terroriste perpétrée le 15 mars 2021, c'est avec consternation et indignation que la commission de la CEDEAO a appris la lâche attaque terroriste survenue dans la région de Tillabéri le 15 mars 2021 et qui a encore endeuillé le peuple nigérien par d'importantes pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. Le président de la commission condamne avec la plus grande fermeté cette nouvelle attaque barbare et exprime au gouvernement et au peuple nigérien sa profonde compassion et sa sincère solidarité. Au nom de l'ensemble des chefs d'institution de la CEDEAO, il présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et transmet ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le président de la commission tient à renouveler au gouvernement nigérien la détermination sans faille de la commission dans l'esprit de conclusion du sommet extraordinaire de Ouagadougou sur la lutte
lutte contre le terrorisme à lui apporter tout le soutien possible dans la lutte qu'il mène courageusement pour venir à bout de ces fléaux. À cet égard, la commission de la CEDEAO réitère ses appels pour une solidarité régionale, continentale et internationale avec les États membres de la CEDEAO dans leur lutte contre le terrorisme et également avec la commission de la CEDEAO dans la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2020-2024 sur l'éradication du terrorisme dans la sous-région. Depuis la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle, le président élu Bazoum Mohamed continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Le dernier émane du docteur Bandar Hadjar, président du groupe de la Banque islamique de développement BID. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a regagné Niamey il y a quelques instants venant d'Abidjan en Côte d'Ivoire où il a pris part à une cérémonie d'hommage au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko décédé la semaine dernière à sa descente d'avion. Brigitte Raffini a été accueilli par le ministre en charge de l'enseignement primaire Yahouza Sadissou avant d'être salué par les corps constitués. Le Premier ministre chef du gouvernement était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il conduisait, comme je vous le disais, une délégation nigérienne à la cérémonie d'hommage à l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé la semaine dernière. Nous y reviendrons dans quelques instants. Cérémonie de présentation au drapeau de la 14e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs de l'École nationale des sous-officiers d'actifs d'Agadez. C'était en présence du ministre de la Défense nationale, du gouverneur de la région d'Agadez, du chef d'état-major des armées et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Diallo Abdel-Jalil et Mamadou Adam. Déroulé en plusieurs tableaux, exécutés dans la pure tradition militaire sur l'emblématique place de la prestigieuse École nationale des sous-officiers d'actifs NSOA d'Agadez, cette cérémonie consacre la présentation au drapeau de la 14e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs. 210 au total, dont 194 Nigériens et celles de 8 pays amis du Niger. Les éléments de la 14e promotion font ainsi leur début dans la carrière militaire après 5 mois de formation sur les bases fondamentales du métier des armes. L'instant est donc tout indiqué pour leur prodiguer des conseils sur les valeurs cardinales de l'exigeant métier qu'ils ont choisi. Vous serez présentés au drapeau national. Ce drapeau, c'est notre nation. Ce drapeau, c'est notre fierté. Ce drapeau, c'est notre honneur. Je vous demanderai de méditer sagement pendant ce moment fatidique à la quintessence de la gravité de la responsabilité qui va désormais reposer sur vos épaules pour sa défense et pour son rayonnement. Et cela, s'il le faut, même au péril de vos vies. C'est donc grâce à l'engagement des encadreurs et instructeurs que les élèves sous-officiers d'actifs de la 14e promotion de l'NSOA ont acquis les réflexes militaires et les aptitudes fondamentales nécessaires du métier des armes. C'est pourquoi le ministre de la Défense nationale a félicité l'encadrement avant de rappeler à la promotion en fin de formation le rôle du sous-officier dans l'institution militaire. Chargé d'encadrer les militaires du rang et de mettre en œuvre les instructions des officiers, le sous-officier commande donc les troupes au quotidien. C'est une rude tâche. Votre responsabilité est engagée dans la réussite comme dans l'échec de toute mission. Dans l'exercice de vos futures responsabilités, cette proximité exigera de chacun d'entre vous de commander par l'exemple et la foi à la mission pour servir et défendre la nation. Le ministre de la Défense nationale a aussi saisi l'occasion de cette cérémonie de présentation au drapeau
de la 14e promotion, qui a également servi de cadre au baptême de la 13e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, pour saluer la coopération allemande pour son assistance massive aux forces armées nigériennes qui se matérialise, a-t-il dit, par la réalisation d'infrastructures et la fourniture d'équipements à l'NSOA, qui a bénéficié d'un appui financier allemand de 5 milliards de francs CFA. La cérémonie a pris fin par un défilé exécuté sur fond de musique militaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a présidé hier à Maradi la cérémonie d'inauguration de la salle informatique de l'université Nkulodo réaménagée et équipée sur fonds propres. Précision Sande Natahi et Nasrou Nakakale. À l'université d'Nkulodo de Maradi, les autorités rectorales multiplient des initiatives pour créer les meilleures conditions de travail aux étudiants et enseignants. Ainsi, avec l'avènement de la pandémie du Covid-19 et sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 52 millions de francs CFA ont été investis sur fonds propres de l'université pour servir au réaménagement et équipement d'une salle informatique. Elle est composée entre autres de 20 ordinateurs connectés au Wi-Fi pour servir des cours et des visioconférences. Avec l'avènement du Covid l'année dernière, dans le cadre de l'appui des fonds sectoriels pour l'éducation, à la demande du Premier ministre, les fonds ont été réorientés pour doter les universités des dispositifs de formation à distance. Comme on a vu qu'avec Covid, la mobilité était impossible pour ne pas perdre, et que comme le télétravail est devenu réalité, on a voulu vraiment que les universités soient autorisées à réorienter le fonds pour se doter d'un tel plateau technique. C'était des appuis de 52 millions par université. Et là, dès qu'on avait reçu l'information de la réorientation, on avait convoqué un conseil d'université pour faire un réaménagement budgétaire en se disant qu'il ne servait à rien d'acquérir du matériel si on n'a pas où le loger. Et c'est ainsi qu'on a été autorisé à construire cette infrastructure en vue de loger ce matériel et rendre réelle la formation à distance. Ici, nous sommes dans une salle équipée de 20 ordinateurs portables connectés où les étudiants peuvent suivre les cours s'ils préfèrent venir le suivre ici, mais également le cours, ils peuvent le suivre sur leur portable à la maison, partout où ils se trouvent. Une autre salle qui est dédiée à un autre type de travail, c'est une salle de visioconférence qui peut servir au-delà de la communauté universitaire. S'il y a des réunions internationales, même pour le conseil régional, pour le gouvernorat, à partir de cette salle, ces réunions peuvent être tenues. Nous avons 3 bureaux. Un bureau du responsable du centre, un bureau sert de salle de maintenance et une salle qu'on appelle le local technique où il y a tous les serveurs pour essayer de rendre accessibles tous les contenus de cours. Inaugurant cette salle informatique, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Soule Sarki Rafi, a demandé aux étudiants de faire de ces équipements une gestion judicieuse pour renforcer leur performance et être au diapason du monde moderne. Comme annoncé, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, était ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il conduisait une délégation nigérienne à la cérémonie d'hommage à l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé la semaine dernière. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Habou Adi et Akotewa Glassa. Accueilli à l'aéroport international d'Abidjan par son homologue ivoirien Hachi Patrick, Brigitte Raffini foule le sol ivoirien pour participer à la cérémonie d'hommage national à l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, décédé mercredi dernier en Allemagne, puis transféré en Côte d'Ivoire ce samedi. Quelques instants après cet accueil auquel prenait part le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, et le personnel de l'ambassade du Niger à Abidjan, dont l'ambassadeur Moussa Aloua,
le Premier ministre Birji Rafini s'est rendu à l'esplanade de la présidence ivoirienne pour rendre un dernier hommage à Ahmed Bakayoko, Premier ministre et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, aujourd'hui décédé. C'était en présence de plusieurs chefs d'État africains et la cérémonie était placée sous la présidence du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le corps diplomatique, les membres du gouvernement ivoirien au grand complet, les représentants des couches socio-professionnelles, la famille du regretté et de nombreux anonymes sont venus assister à cette cérémonie. Une cérémonie qui a connu plusieurs moments forts, à savoir les témoignages, les honneurs militaires, une décoration à titre posthume et surtout l'oraison funèbre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Yako. Yako, Yako. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Encore sous le choc de la mort d'un premier fils, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous voici à nouveau éprouvé par la disparition encore plus soudaine d'un deuxième fils. Sans voix et en pleurs, la Côte d'Ivoire, sa société politique, sa société civile, la Côte d'Ivoire des villes et des villages, pleure Ahmed Bakayoko, l'un de ses fils les plus illustres. Les vœux continuent ce soir et demain, la dépouille mortelle de Ahmed Bakayoko sera transférée à Séguéla, puis dans son village natal où il sera inhumé. Retour à Niamey où les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC se poursuivent sous la présidence du président du CESOC par intérim Soumaïla Bagna. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de la session de ce matin. On prépare à ces travaux le ministre de la Santé publique, le président de la Halcia et les chefs coutumiers venus de l'intérieur du pays. Compte rendu, Bachir Rabou et Anna Maria Moutari. Les conseillers du Conseil économique, social et culturel CESOC et les différentes couches socio-professionnelles venues de l'intérieur du pays pour la circonstance ont suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation du rapport de la Commission des affaires sociales. Ce rapport présenté par son président Idrissa Djibrila fait état de l'ampleur inquiétante que prend la corruption au Niger. À cet effet, Mme Munkaila Aïchatou Seyni, commissaire à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA, a dans un exposé pertinent tenu à édifier l'assistance sur les différentes formes de la corruption et les efforts de son institution dans la lutte contre ces fléaux. Le président de la ALCIA, après avoir suivi les préoccupations soulevées par les conseillers, reste convaincu que le Niger doit s'investir pleinement dans la lutte contre la corruption et que son institution a d'ores et déjà mis en œuvre des initiatives anticorruption. Le deuxième point sur lequel les conseillers ont discuté et échangé concerne l'accès des populations aux services de santé de qualité au Niger. Un sujet très complexe sur lequel le ministre de la Santé publique a tenu à apporter d'amples explications. Au vu de la pertinence du sujet, le secrétaire général du ministère de la Santé a aussi répondu aux préoccupations soulevées par les conseillers afin de trouver des pistes de solutions. Tenu ce matin à Niamey de l'atelier de renforcement de capacité des inspecteurs généraux des services. L'objectif recherché est de contribuer à l'instauration d'une culture de la performance et de la qualité dans l'administration publique à travers la mise en place des mécanismes et instruments appropriés de réédition des comptes. C'est le haut commissaire à la modernisation de l'État qui a procédé à l'ouverture des travaux. Le point avec Hawa Mahmoudou et Nasser Ali. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un atelier qui fait partie intégrante d'un plan global de renforcement de capacité des inspecteurs généraux des services
IGS. 3 jours durant, les participants auront à échanger autour du thème « Retour sur l'exercice de la fonction d'inspecteur des services, attribution, outils et enseignements tirés ». L'Agence française de développement, partenaire du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, a indiqué que les inspecteurs généraux des services doivent appréhender au mieux la mission qui est la leur. Je me suis un petit peu renseigné, si vous voulez, davantage sur la fonction d'inspecteurs généraux des services. Finalement, je me suis demandé, parce que je n'en savais pas grand-chose, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert, pourquoi ils sont là, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, j'ai commencé un petit peu à me plonger dans les textes, à interroger aussi mes collègues, et en fait, je me suis rendu compte que, initialement, il peut y avoir une véritable méconnaissance sur le rôle, sur la fonction de ces inspecteurs qui pourtant sont essentiels. Le haut-commissaire à la modernisation de l'État a exhorté les participants à une compréhension claire de leurs attributions, leurs limites et les différents points d'obstacle qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, toutes ces actions de renforcement de capacités institutionnelles des corps de contrôle s'inscrivent dans la vision de l'État et portées par les plus hautes autorités de notre pays en matière de gouvernance administrative, autorités pour qui le défi majeur à relever à ce niveau est de réussir l'indispensable mutation d'une administration peu performante à une administration de développement dynamique et dotée de mécanismes efficaces de contrôle. L'un des livrables du présent atelier est l'esquisse des éléments structurants pour l'élaboration d'un mémorandum sur les aspects pratiques de la fonction de l'inspecteur de service du ministère. Ce mémorandum, qui doit dégager les points perfectibles de l'organisation de l'inspection, les principes déontologiques du contrôle et de l'inspection et les modalités pratiques d'un fonctionnement optimal de l'inspection sera à remettre aux nouvelles autorités qui se mettront très bientôt en place. Enfin, le haut-commissaire à la modernisation de l'État a adressé ses remerciements à l'Agence française de développement pour les aides multiples qu'elle apporte au Niger à travers le projet Appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de formation sur les normes ISO 30500 et ISO 24521. Il est organisé par l'Agence nigérienne de normalisation de la météorologie et de la certification en collaboration avec l'Association sénégalaise de normalisation ASN. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur général de l'Agence nigérienne de normalisation de la météorologie et de la certification AMNC. Compte rendu Ismaël Daouda et Hassan Moussa. L'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification, principale organisatrice de cet atelier de formation, a pour objectif de protéger les consommateurs et augmenter la compétitivité des produits et services. Durant les 2 jours que va durer cette formation, les participants seront outillés sur l'importance des normes ISO 30500 et ISO 24521. Des normes qui jouent un rôle essentiel dans le cadre de la régulation du secteur de l'assainissement, car permettant aux entreprises et aux prestataires de services d'assainissement privé de gérer efficacement l'offre de services de qualité pour les populations. Ainsi, au vu de l'importance des thématiques qui seront à aborder, le directeur de l'hydraulique pastorale, Ada Daouda, a dans son mot de bienvenue invité les participants à plus d'attention aux thématiques que les experts auront à développer. Ainsi, pour la tenue de cet atelier de formation, l'AMNC a bénéficié de la collaboration de l'Association sénégalaise de normalisation. Le directeur général de cette dernière s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé, tout en insistant sur l'importance des normes. Les normes constituent d'excellents outils de mise en œuvre des politiques publiques, mais qui propulsent également l'innovation et sous-tendent la qualité et la performance. En effet, l'innovation doit être accompagnée de normes rigoureuses et vérifiables. De plus, la conformité aux normes internationales ISO notamment représente un gage de confiance pour les consommateurs que les produits et services qui sont mis à sa disposition sont sûrs, fiables et de bonne qualité.
Aujourd'hui, 3 normes d'assainissement ont été adoptées au niveau international. Il s'agit des normes ISO 30500, ISO 24521 et ISO 31800. L'ISO 30500 établit une norme internationale spécifiant des nouvelles toilettes domestiques non raccordées à l'égout qui économisent une précieuse quantité d'eau et traitent elles-mêmes les déchets. Et l'ISO 24521 est une norme internationale élaborée pour améliorer l'efficacité et sécuriser la gestion des services d'assainissement existants. Le directeur général de l'Agence nigérienne de normalisation s'est quant à lui appesanti sur l'objectif de l'atelier. Le présent atelier de formation a pour objectif de vous apporter tous les détails nécessaires pour implémenter les normes ISO 30500 et ISO 24521. Cette implémentation vous permettra plus tard dans la pratique d'éliminer les germes des déchets humains et de récupérer les ressources précieuses telles que l'énergie, l'eau potable et les nutriments. De fonctionner hors réseau, c'est-à-dire sans raccordement au réseau d'eau, d'égout ou d'électricité. De faire la promotion des services d'assainissement durable et financièrement rentables, ainsi que les entreprises opérant dans les environnements urbains pauvres. Chers participants, je ne doute point sur la qualité des formateurs et aussi de vos capacités à restituer le contenu de cette formation. Toutes ces deux normes sont inscrites dans le répertoire des normes nigériennes adoptées par le Conseil national de normalisation. Du 12 au 16 mars dernier, la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, a organisé dans le cadre du projet 3 frontières financé par l'Agence française de développement AFD, des audiences foraines dans la commune de Diagourou, département de Terra, région de Tillabéri. À cette occasion, 1000 actes de naissance et autant d'actes de carte d'identité ont été établis et délivrés aux populations de ces localités. Gérard Ablaziz et Suleiman Boubacar. C'est le site des réfugiés du village de Boupo, situé à Terra Commune, qui a servi de cadre le lundi 12 mars dernier au lancement par le préfet du département de Terra des audiences foraines d'établissement de pièces d'état civil organisées par la Haute Autorité à la consolidation de la paix HACP dans la commune de Diagourou, dans le cadre du projet 3 frontières financé par l'Agence française de développement AFD. Généralement, ce sont des populations qui vivent le long de notre frontière avec le Burkina et qui n'ont pas souvent les actes de naissance et les pièces d'état civil. Donc cette audience foraine va permettre à 5 villages de la commune de Diagourou de bénéficier donc de l'établissement de ces pièces d'état civil. Vraiment, nous remercions beaucoup la Haute Autorité à la consolidation de la paix pour avoir songé à venir en aide à ces populations-là qui ont beaucoup souffert de manque de ces pièces-là. 1000 actes de naissance et 1000 cartes nationales d'identité ont été établis et délivrés aux populations de 5 localités, à savoir Boupo, Largadip, Bankara, Bangari et Oumal de Fulde pendant les 5 jours qu'ont duré ces audiences foraines, à la grande satisfaction du maire et des populations bénéficiaires. L'état civil, c'est important pour les communes, c'est important pour la nation. Donc aujourd'hui, ici, la Haute Autorité et la FD viennent appuyer la commune rurale de Diagourou, c'est une bonne chose. Et ils ont choisi aussi des localités qui, effectivement, qui ont beaucoup de problèmes. Ils vont partir jusqu'à Terra pour faire acte de naissance. D'ici de Terra, c'est 12 km. C'est très difficile. C'est très bien que vous avez venu. Nous remercions AFD. Avoir ta carte nationale d'identité t'évite les tracasseries de toutes sortes. Merci à l'organisateur de ces audiences foraines. Ces audiences foraines permettent à l'État de disposer de bases de données fiables des populations de cette zone en proie à l'insécurité persistante. L'établissement des actes d'état civil est important dans la mesure où on est dans une commune par excellence qui est sujette à beaucoup d'attaques terroristes. Lorsque les gens sont identifiés, ils peuvent ne pas avoir la possibilité de s'adonner à ces actes de terrorisme.
Ces audiences foraines se sont déroulées sous la supervision d'une équipe de la HACP, notamment du département prévention et gestion des conflits. Nous sommes là aujourd'hui pour la énième fois, je dirais, dans cette zone des 3 frontières. C'est la fin de notre périple. Cette activité est un besoin exprimé par les populations elles-mêmes et les autorités locales, parce que quand même c'est des populations pour qui se délivrer ces actes-là des fois relève du parcours du combattant. Donc nous avons décidé de faciliter cette tâche aux populations. C'est nous-mêmes qui venons avec les juridictions compétentes et le commissariat du ressort pour délivrer ces actes-là gratuitement aux bénéficiaires. Le projet 3 frontières mis en œuvre par la HACP sur financement de l'AFD, comme son nom l'indique, vise à renforcer la sécurité dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, où des groupes terroristes sévissent. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de mise en place des sociétés coopératives artisanales en menuiserie, couplé à une formation en vie coopérative au profit de 40 menuisiers de la région de Niamey. Cet atelier est organisé par la Direction régionale du tourisme et de l'artisanat. Compte rendu Khadijatou Hassan et Habibou Abdraman. L'artisanat occupe une place très importante au Niger car la contribution des entreprises du secteur de l'artisanat au produit intérieur brut est estimée à 25% avec un taux de croissance annuel évalué à 2,5% et un taux de majeure ajoutée marchande de 80%. Tous ces atouts justifient l'intérêt de cette formation à l'endroit des artisans en tapisserie, au bois, en aluminium et en métallique. La tenue de cette rencontre s'avère nécessaire, a du reste précisé le directeur régional de l'artisanat et du tourisme. On va d'abord mettre en place ces sociétés coopératives artisanales en menuiserie au niveau de la région de Niamey qui seront au nombre de 4. La commune 2, 3, 4 et 5, donc on va mettre en place ces sociétés coopératives. Et en même temps, on va cumuler cet atelier avec une formation en vie associative au profit de 40 menuisiers. Donc comme c'est une coopérative, donc il faut d'abord qu'ils sachent quels sont les tenants et les aboutissants donc, de la vie d'une coopérative. Le ministère est en train de faire une transition donc, du secteur informel vers le secteur formel. Maintenant, le ministère a comme cheval de bataille donc, de faire cette transition. Surtout aujourd'hui avec le code communautaire de l'artisanat de l'UMOA qui nous exige donc, un certain nombre des aspects qui ont trait à la formalisation des entreprises telles que la tenue de la comptabilité conforme aux dispositions du SCOA. Donc, et là, vous comprenez aisément qu'il faut d'abord, si on parle de tenue de comptabilité, donc forcément, il faut être dans le formel. Donc, c'est pour cela que le ministère est en train de faire cette transition pour que ces entreprises vraiment soient formalisées et ça va plus donner de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Au terme de cette formation de mise en place des sociétés coopératives artisanales, quelques participants nous livrent leurs impressions. Ils sont fiers de ça parce que sans la formation professionnelle, sans l'artisan, je pense qu'il est difficile. Tous les pays qui sont arrivés par l'artisanat. Surtout avec cette nouvelle vague de formation de jeunes, c'est une aubaine que normalement l'État doit prendre en charge en fait, en aidant et en affectant ces enfants-là au niveau des petites structures-là. Aujourd'hui, nous, on est partis. C'est eux qui vont faire demain. Nous sommes fiers de nous avoir appelés et nous associer. Ils ont essayé de faire un certain nombre de montages. Vraiment, c'est très bien. Ce que nous demandons au ministère du tutelle et d'autres partenaires sociaux de nous accompagner en équipement, en matière d'œuvre pour que nous puissions être face aux défis. Cette formation a permis d'échanger sur plusieurs aspects, dont entre autres l'analyse de la situation des activités des menuiseries, la présentation et l'explication des statuts et règlements intérieurs et une proposition d'un plan d'action pour sortir ce secteur de l'informel au formel. Restons dans le domaine de l'artisanat pour noter l'ouverture ce matin à Tilaberi d'un atelier de vulgarisation du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA et texte d'application adopté par le Niger. Détail, Jibo Issa et Ousmane Sani Abdou.
Il s'agit à travers cet atelier d'expliquer et partager avec l'ensemble des acteurs du secteur au niveau régional les tests d'application et le contenu du règlement du Code communautaire de l'artisanat. Organisé par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cet atelier vise ainsi la vulgarisation par le Niger d'un certain nombre de tests d'application pour la mise en œuvre du Code communautaire de l'artisanat que la commission de l'UMOA a adopté en mars 2014. En ouvrant cet atelier de vulgarisation, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri a indiqué que l'organisation du présent atelier à Tillabéri, comme dans les autres régions de notre pays, illustre parfaitement l'intérêt qu'accorde le gouvernement au développement et à la modernisation du secteur de l'artisanat au Niger. J'ai pu vous rassurer de l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République à appuyer et à accompagner les acteurs de l'artisanat à travers notamment le programme de renaissance Acte 2 de son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de la déclaration de politique générale de son Excellence Bilgi Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Aussi, en l'absence d'une industrie nationale développée, l'artisanat se présente comme la seule forme de production décentralisée capable de satisfaire les besoins d'une population à faible pouvoir d'achat, en lui offrant de très nombreux biens manufacturés et des services à faible coût. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tillabéri fonde l'espoir que cet atelier permettra de consolider davantage les connaissances des uns et des autres dans ce domaine. Et c'est pourquoi il leur a demandé de suivre attentivement les différentes présentations qui seront faites afin de s'en approprier les contenus. Au cours de cet atelier, les participants auront à discuter sur les activités artisanales, de l'apprentissage dans le métier de l'artisanat, de l'assurance et protection sociale des artisans et de l'accès au marché public. Notez enfin qu'à l'entame de cet atelier, le secrétaire général de la commune urbaine de Tillabéri, Salou Issa, a salué et souhaité la bienvenue aux participants dans la capitale de la région du fleuve. Privilégier et renforcer le partenariat médias et Cour des comptes, tel est l'objectif visé à travers cet atelier d'échange entre ces deux parties. Atelier organisé par l'ONG Shiga sur financement de l'USAID et mis en œuvre par Financial Service Volunteer Corps. Compte rendu, Mariam Keta et Suleiman Wali. Appuyer les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement de capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile par la création des espaces de dialogue constructif, tel est l'objectif de l'ONG Shiga, organisateur de la présente rencontre d'échange entre la Cour des comptes et les médias. Le Cour des comptes a besoin des médias pour sa visibilité et pour vulgariser au grand public le travail important qu'il accomplit au quotidien. Shiga ne peut que se satisfaire du rapprochement des institutions étatiques avec les médias et les OSC. Au regard de la mission de la Cour des comptes, celle de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des finances publiques, les médias, conformément à leur rôle d'informer l'opinion publique, doivent être édifiés sur les attributions, compositions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes pour mener à bien leur mission. La Cour des comptes mène des activités de contrôle de la gestion des comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes ayant bénéficié de l'appui financier de l'État. Les contrôles ainsi menés par la Cour sont repris et synthétisés dans un rapport général public produit et vulgarisé chaque année. Toutefois, les activités de la Cour des comptes restent encore méconnues par de nombreux concitoyens. C'est pourquoi, en élaborant son plan stratégique 2020-2024, la Cour des comptes a défini le troisième résultat de ce plan dans le renforcement de la confiance du public envers elle. Ce travail de communication ne peut se faire sans les journalistes. C'est essentiellement pour cette raison que la Cour a jugé utile d'organiser, en collaboration avec l'ONG Shiga, la présente rencontre avec pour objectif principal d'informer et de sensibiliser les représentants des médias publics et privés sur le rôle, la mission et les activités de la Cour.
Professeur Nare Oumarou a exprimé toute sa gratitude à l'ONG Shiga et ses partenaires pour l'organisation d'une telle rencontre. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, le colonel Ibro Adamou, a officiellement lancé ce jour à Dosso les travaux de l'atelier d'évaluation des documents provisoires de sauvegarde environnementale et sociale du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS. Compte rendu, Manu El Aïssido et Habibou Garbabakou. À l'ouverture des travaux de cet atelier d'évaluation des documents provisoires de sauvegarde environnementale et sociale du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui se tient à Dosso du 17 au 20 mars 2021, le secrétaire général de la région de Dosso, dans son mot de bienvenue, dira que ce projet, de par ses objectifs et avantages, cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance. La deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, dont le rapport provisoire du cadre de gestion environnementale et sociale et du cadre de politique de réinstallation des populations et le plan de gestion des pestes et des déchets dangereux feront l'objet d'évaluations contribueront à améliorer la résilience des agropasteurs et des populations rurales en général. Ce projet, de par ses objectifs et les avantages socio-économiques qui en découleront, apportera une importante contribution à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N et surtout à la réalisation du programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, cet atelier vise à lever les contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre de la première phase. C'est pour lever les contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre de la première phase du PRAPS que la deuxième phase du projet a été initiée afin de permettre d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs et de renforcer les capacités des pays participant au projet à répondre rapidement et efficacement aux crises et aux urgences pastorales. L'exercice pour lequel vous êtes sollicité procède du besoin d'un examen indépendant, impartiel et objectif des documents provisoires de sauvegarde environnementale et sociale de la deuxième phase du projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Et cela en vue d'éclairer la décision du ministre en charge de l'environnement, autorité nationale compétente en matière d'évaluation environnementale et sociale. Cette session vise donc, entre autres objectifs, d'apporter toutes les améliorations nécessaires à ces documents afin que le PRAPS 2, dans toutes ses composantes, soit économiquement rentable, écologiquement viable et socialement profitable aux populations. Et enfin, les tendances de la maladie Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 17 mars 2021 se présentent comme suit. 34 cas positifs, tous de sexe masculin, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 32 chez les alertes sur 256 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Dosso, 1 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Tawa, 31 au niveau de la région d'Agadez. 2 décès enregistrés ce jour, répartis comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région d'Agadez. À ce jour, sur 85 156 personnes testées, 4 904 sont déclarées positives à la Covid, parmi lesquelles 4 525 guéris, 185 décès, 194 cas actifs, 38 en hospitalisation, dont 1 cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus continue
que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves aussi. Le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Et c'est ici que s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.